Good picture, Steve. Roger, roll, Discovery. Cette semaine, la fine équipe de RLM vous donne un premier avis sur l'iPhone SE et le nouvel iPad Pro de 9,7 pouces. Que valent ces appareils à l'heure où les smartphones de 4 pouces sont quasiment une espèce en voie de disparition? Qu'attendre de cet iPad alors que les ventes ne cessent de fléchir? La vision d'Apple est-elle encore la bonne? Débat, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le studio de Dailymotion. Vous en avez l'habitude, Dailymotion qui nous diffuse en exclusivité dès le vendredi soir. Donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui apparaît sur votre écran. Vous en avez également l'habitude, nous sommes de retour depuis quelques semaines sur iTunes pour nous regarder en HD si vous aimez podcaster l'émission, mais également en une version audio pour écouter le dimanche matin en faisant son jogging dans les oreillettes du casque. Et n'hésitez pas également à vous connecter sur notre site www.onrefaitlemac.com. Et regardez, le Père Noël est passé cette semaine, on a reçu les nouveautés d'Apple et pour en discuter avec nous, Paul Ronig, tu as reçu le nouvel iPhone SE Special Edition. J'ai le petit iPhone SE dans la main, tu vois, c'est exactement le même. Non, c'est un faux, regarde, il ne s'allume pas. Ah, je tiens à préciser que si, justement, c'est un vrai. Et j'ai une nouveauté plus discrète au poignet, mais sympathique, c'est les bracelets en nylon de l'Apple Watch. Voilà. Ah, là aussi, bah dis donc, tu es bien équipé. Beaucoup plus léger que les bracelets sport. C'était les deux principales nouveautés. Et puis surtout, la nouveauté là, aussi très commentée, très attendue. Regardez, il est arrivé également le nouvel iPad Pro, le 9,7 pouces avec son clavier Smart Keyboard, à la fois Smart Cover et clavier. Un petit détail, on va en discuter tout à l'heure. Regardez, c'est un clavier QWERTY, décidément Apple manque un peu de réactivité en termes pour adresser le marché français. Pour commenter avec nous les années en sample, pour essayer de donner un premier verdict sur les nouveautés d'Apple, la touche charme de cette émission, mais également, vous la connaissez depuis longtemps comme étant la vigie du web, Fanny, Bouton de Fanny's Party. Bonjour Fanny. Bonjour Olivier. Ça va bien? Écoute, très bien. Beaucoup de questions ce soir sur l'iPhone SE et également sur l'iPad Pro. Oui, surtout sur l'iPhone, mais aussi sur l'iPad. On va revenir tout à l'heure dessus, mais c'est assez marrant les questions qui se posent. Autre historique de cette émission, il s'agit de Cédric Ingrand qui est en duplex de la rédaction de LCI. Bonjour Cédric. Salut Olivier, assez vieux pour se souvenir du premier iPhone 5. Et oui, c'est pas si vieux que ça d'ailleurs, mais bon. Oui, il ressemble beaucoup, c'est le même. C'est le même. Ouais, je l'ai vu. Alors il y a des différences. iPhone 5 faut être SE pour arriver. Oui, absolument. iPhone SE, ça. iPhone 5. Et bien voilà, cette émission est terminée. Merci à tous, à la semaine prochaine. Voilà. Non, en termes de design, c'est sûr que de ce côté-là, Apple, on va pas trop en dévoiler ce que va raconter cette émission. LCI, Cédric, c'est le 5 avril, là, le passage en clair. Ça, c'est mon gros coup de cœur de la semaine, le 5 avril. De toute façon, vous allez être forcé de relancer la numérotation de votre télé pour arriver à choper toute la TNT en HD. Et en poussant jusqu'au numéro 26, vous allez faire coucou, bonjour. C'est bien, vous aurez le temps de le faire dans la semaine et pour pouvoir regarder plein écran en direct vendredi à 14h30. Je vous rassure, il y a plein d'autres pour les gens qui ont un travail. Bon, très bien. Alors, avant de débattre et avant de parler de la nouvelle gamme de l'iPhone, on va faire déjà un premier point qui va être un point de débat également. Il s'agit bien sûr du chiffre de la semaine avec Paul Ronig. Alors Paul, quel est le chiffre de la semaine? Le chiffre de la semaine, Olivier, c'est 3,4. C'est en millions le nombre de précommandes de l'iPhone SE en Chine. Alors on va le comparer par rapport au nombre de précommandes de l'iPhone 6S et 6S Plus, donc il y a quelques mois. L'iPhone 6S et 6S Plus avaient été commandés en 24 heures à hauteur de 2 millions d'exemplaires en Chine. C'est un chiffre qui est surprenant. Pour l'iPhone SE, c'est 3,4 millions. Voilà, donc le départ de l'iPhone SE serait quand même plutôt très bon. Il y a des analystes qui disent oui, mais attention, c'est un smartphone qui est moins cher, on parle de la Chine, on n'est pas encore sûr. Ces 2 millions étaient inclus dans des précommandes de 10 millions au total dans le monde et je n'ai pas les chiffres pour le reste du monde pour le moment. Ouais. C'est des estimations, attention. C'est des estimations. Alors, que vous inspirent ces chiffres du côté de Cédric? C'est un peu étonnant parce qu'on ne sentait pas forcément un raz-de-marée autour de l'iPhone SE parce que ce n'est pas forcément une énorme nouveauté. C'est une évolution, un speed bump, comme on dit dans le jargon. Et puis surtout, on a toujours dit que le marché asiatique et le marché chinois étaient plutôt attirés vers les smartphones de grand écran. Pour l'instant, le chiffre de la semaine nous fait mentir, Cédric. Oui, c'est même eux qui m'ont inventé les grands écrans pour des raisons de consommation locale. Et puis, cet iPhone SE, c'est pas un rendez-vous, tu vois, on ne l'attendait pas
comme on attend les nouveaux iPhones chaque mois de septembre. Donc, personne, je pense, depuis 6 mois se disait ça y est, j'ai économisé pour acheter. Non, ça n'existe pas, ça. D'autant qu'on ne savait pas exactement ce que ce serait. Est-ce que ce serait juste un successeur du 5C, un truc vraiment pas cher avec pas grand-chose à l'intérieur, mais comme on va le voir, c'est pas exactement à ça qu'on a affaire. Donc non, c'est normal que les préventes ne soient pas à l'échelle d'un vrai flagship. En tout cas, là, les préventes sont assez impressionnantes, Fanny. On pensait ensemble, on en parlait la semaine dernière lors du live, ensemble, lors du direct, la présentation en direct, que le marché du smartphone de 4 pouces se réduisait comme peau de chagrin. Il n'y a quasiment plus, Fanny, de téléphones de ce format-là dans le secteur d'Android ou voire de Windows Phone. Oui, on disait clairement que le dernier smartphone Windows, a priori, datait de janvier l'année dernière et qu'il n'y avait pas eu d'autres modèles, le plus petit étant un 5,7 pouces, si je ne m'abuse. Ouais. Et carrément, chez Android, il n'y a plus de modèles, quoi. Ça se trouve pas trop. Donc voilà, c'est pas du tout ce qui intéresse les autres constructeurs, en tout cas, à vendre. En tout cas, les analystes ont comment dire, commenté l'arrivée, Cédric, de l'iPhone SE comme étant simplement un relais de croissance. On sait que Tim Cook, en janvier, avait annoncé lors des résultats financiers que le trimestre suivant allait être un peu plus difficile sur les ventes de l'iPhone 6. En gros, c'est un coussin de sécurité que s'offre Apple avec ce SE qui permet et qui va permettre à beaucoup de gens qui avaient un iPhone 4, un iPhone 4S, voire un iPhone 5, d'avoir un téléphone, entre guillemets, au goût du jour, moderne en termes de techno, sans forcément dépenser des fortunes, sachant que les opérateurs, eux, vont faire un gros effort pour les primo-opérateurs sur ce modèle-là. Il faut dire que Apple a passé tant d'années à nous dire qu'il n'y avait de salut autre part que dans le 4 pouces, que c'était dur de se débarrasser de ce format-là si rapidement. Donc il fallait que le 4 pouces reste d'une manière ou d'une autre dans la gamme de ce qu'ils proposaient. Ça aurait pu se faire par un modèle vraiment, vraiment low cost. Je pense qu'ils ont pris une porte de sortie beaucoup plus intéressante en reprenant un design qui est de fait un design iconique, l'iPhone 5, on l'oubliera pas de sitôt, et puis en le remettant à jour très très sérieusement à l'intérieur. Ouais. Est-ce que quelque part, on va pas donner la conclusion de cette émission, mais c'est vrai, on peut être déçu par l'annonce d'Apple. On pensait qu'Apple aurait été plus innovant par rapport à l'ADN de la marque. Est-ce que quelque part ça signe pas quelque part la politique, la stratégie de Tim Cook qui se veut beaucoup plus pragmatique en disant voilà, il y a un marché, on y va, on gagne du temps. Et pour les vraies nouveautés, ce sera éventuellement au mois de septembre avec l'iPhone 7. Pour conclure sur ce chiffre de la semaine. On a toujours quand même l'impression chez Apple qu'on prend des décisions basées sur des choses qui nous sont pas nos critères. Nous, si tu peux le faire, si tu as les capacités de le faire et de le sortir maintenant, alors évidemment, il faut le sortir maintenant. On sent bien chez Apple que on regarde une opportunité de produit et on se dit mais attends, est-ce qu'on peut le sortir l'année prochaine à la place? Oui, alors on va attendre. Moi, je la montre, en clair. Ouais, on sent bien qu'il y a des choses sur lesquelles ils auraient pu aller beaucoup plus vite. Enfin, on se le dit à chaque nouvelle sortie en disant ouais, mais ça, etc. Toutes les choses qu'on attend, qu'on aurait pu attendre, par exemple du 6S sur la recharge sans fil. Enfin, je te ressortir l'étanchéité, la longue litanie de toutes les fonctions qu'on attend depuis longtemps. Et ben à chaque fois, on peut te dire non mais ça, ce sera pour l'année prochaine. Un petit mot pour conclure, peut-être, Paul. Oui, alors cet iPhone, effectivement, pour les marchés émergents, certes. Walt Mossberg a fait un article assez long sur The Verge en expliquant qu'en Inde, c'était un téléphone qui avait été un peu conçu pour l'Inde, on en parlera plus tard. Mais avec des primo-opérateurs, encore une fois. Voilà, mais plus proche de nous. Qui ne coûtera pas $499 là-bas. Voilà, il coûtera moins cher. Il coûtera quelques dollars pour permettre contre la souscription d'un abonnement de se le payer, ce qui est pas mal. C'est le cas également en France. Il y a des offres vraiment qui sont assez canons autour de ce produit. Voilà. Quelques dizaines d'euros, vous le touchez l'iPhone SE aujourd'hui. Pour ma génération, par rapport à nos moyens, quand on commence à se payer nous-mêmes nos téléphones, à payer nos forfaits, c'est un produit qui est intéressant pour nous parce que c'est un vrai iPhone. Il a les mêmes spécifications que le 6S dans un format plus petit, qui est quand même pas désagréable. C'est plutôt un produit. C'est un produit extrêmement pragmatique, comme tu le disais. C'est l'iPhone qu'on attendait et c'est ce qu'aurait dû être l'iPhone 5C. Oui, et c'était quand même il y a 2 ans l'iPhone 5C, donc Apple a quand même joué longuement la montre. Alors on va essayer de vous donner un premier verdict. On va commencer, si vous êtes d'accord, parce qu'il saute aux yeux, à savoir le design de cette nouvelle iPhone. Alors le design, on s'attendait à ce que Apple, et la rumeur a beaucoup gossé autour de ça, beaucoup d'articles sur le web sur l'arrivée d'un iPhone 6 mini, et c'est bien
le design de l'iPhone 5 et de l'iPhone 5S qui est de retour. Il n'y a pas grand-chose en termes de changement. Si on les met à nouveau à côte, Paul, vraiment les changements esthétiques sont vraiment mineurs. La première qui saute aux yeux, évidemment, regardez, c'est l'arrivée d'une nouvelle coloris si on le tourne. C'est bien, voilà, le rose. C'est l'or rose. L'or rose, voilà, merci. Rose gold. Et puis il y a un bouton Touch ID, comme sur le Rose 5S. gold. Ça, c'est un 5, pas un 5S. Et puis, beaucoup plus. Alors, ça se voit beaucoup moins, c'est les chanfreins. Les chanfreins sont mat. Voilà, Les donc ils chanfreins, devraient beaucoup moins se rayer. C'est vraiment C'est les cette toute angles. petite bordure Voilà, les petites bordures qui étaient assez décriées sur le premier iPhone 5 parce qu'ils avaient tendance à sauter et perdre de la peinture. Donc le produit s'abîmait facilement. Et là, carrément, Apple les a supprimés. Mais en termes de form factor, c'est la même chose. Exactement. On a une petite question. Oui. On nous demande si du coup, on a bien vu là à l'écran, mais s'il était plus fin quand même et qu'il se rapprochait plus du 6 ou s'il avait vraiment gardé aussi l'épaisseur du 5. Non, c'est la même épaisseur. C'est exactement le même boîtier. Si vous avez une coque pour un iPhone 5S ou un iPhone 5, il est très probable qu'il rentre dedans sans aucun problème. Ouais. Et petit détail, si tu le montres de face, regardez le bouton de lock, mais les superposés comme un sandwich, c'était très bien. Voilà, le bouton de lock n'a pas bougé, il reste sur le sommet alors qu'il a migré sur l'iPhone 6 sur le côté. Donc effectivement, en termes d'économie de coûts de production, Cédric, rien ne change. Les chaînes de production qui coûtent très cher à l'échelle industrielle, là, Apple marge grandement tout simplement en recyclant une chaîne de production pour une machine qui est là depuis presque 3 ans maintenant. Oui, alors la façon la plus polie de dire ça, c'est de dire non, on est resté sur un design que les gens aimaient déjà, donc oui, il n'a pas trop vieilli, mais c'est vrai que c'est bon. On montre, ils auraient pu faire quelques évolutions, ne fût-ce que harmoniser le bouton lock, le mettre sur le côté pour que l'ensemble des iPhones ait la même chose. Ça montre qu'ils ont voulu vraiment conserver au maximum et optimiser le process industriel. Non, mais évidemment qu'il y a un intérêt industriel à le faire comme ça, parce que tu changes pas tes moules, tu changes pas ton assemblage, alors tu changes quand même tout ce qui est à l'intérieur. On va y revenir. Donc il y a quand même des changements dans la chaîne d'assemblage de l'iPhone. Mais pour l'essentiel, oui, tu gardes à peu près les mêmes machines, tu changes juste les matériaux. Donc le boîtier évolue peu, on l'a dit. Par contre, ce qui est plutôt agréable, c'est la prise en main. On parlera de l'écran un peu plus tard, mais c'est vrai que c'est un produit extrêmement compact. En termes voilà, c'est très compact et comparé à un iPhone 6, alors moi j'ai carrément un 6 Plus, alors je vous dis pas, si tu mets à côté, on verra encore mieux. Regardez, 1, 2, 3, je les rapproche et voilà, vous voyez, il y a quand même. Voilà, donc là il y a vraiment. Oui, moi c'est ce que je te disais, j'aime beaucoup ce format malgré tout, le 4 pouces, parce que ça tient bien dans une poche, ça a l'air moins fragile, c'est-à-dire qu'on a vraiment une brique, il a l'air vraiment solide, il est quand même très léger. Il n'a pas changé, quoi. C'est-à-dire qu'on aurait fait les mêmes compliments et les mêmes reproches en 2013, ce qui est assez fou quand même. Alors, ce qui est surprenant, c'est que Apple a choisi de carrément supprimer l'iPhone 5C, qui était plus récent d'une année, qui avait énormément de succès, notamment chez les plus jeunes, parce qu'il y avait justement un grand choix de couleurs. Alors, le design était un peu plus basique, c'était du plastique, donc le coût de production était inférieur. C'est un peu surprenant. Pourquoi choisir garder le design du 5S plutôt que du 5C ? Parce que je pense que le 5S faisait beaucoup plus premium, malgré tout. On a le droit à de l'aluminium, on a le droit à du verre. Le 5C, tu l'as dit, c'était du plastique. Je pense que l'iPhone 5C, c'était quand même taillé une mauvaise réputation, parce qu'il y a eu plusieurs, pas scandales, mais voilà, c'était un iPhone 5 recarrossé. Et non déjà, pas un il avait 5S. une mauvaise réputation parce qu'on l'a appelé l'iPhone low cost, qui ne l'était pas. Voilà, et qu'il ne l'était absolument pas. Il était trop cher. C'était un iPhone 5 recarrossé. Tu n'avais pas de Touch ID. Il y a eu l'histoire du modèle 8 Go qui était vraiment... c'était beaucoup trop peu. 16, c'est déjà difficile. Celui-là commence à 16 et monte jusqu'à 64. Il n'y a pas de modèle de 32, c'est 16 ou 64. L'iPhone 5C, c'était pareil, ou 32 ou 64, mais c'était trop cher. C'était pas un bon téléphone. C'était un bon téléphone, mais qui était trop cher et qui a eu du coup une mauvaise réputation. On a vu que les ventes de l'iPhone 5C n'ont pas été foudroyantes au départ et qu'avec l'aide des primo-opérateurs et puis l'aide certainement d'Apple, il s'est fait un marché simplement parce qu'il était abordable sans primo-opérateur. Voilà, on a bien compris que le design, ce n'est que, entre guillemets, le ressucé d'un téléphone d'il y a 2 ans, mais c'est vrai que moi je trouve qu'il a plutôt bien vieilli. Les nouvelles couleurs sont plutôt sympas. C'est après, la nouvelle couleur, le rose gold. Le rose gold, oui, c'est ça. Après, c'est une affaire de goût. Je vous propose maintenant qu'on regarde un petit peu, et là, c'est tout à fait différent ce qu'on trouve sous le capot, à savoir les specs. Alors, sous le capot, que trouve-t-on sous le capot de l'iPhone 5S, non, l'iPhone SE, pardon, mais peut-être une question d'abord du côté de Fanny et des internautes. Oui, alors pas encore sur les specs, mais on me demande quand même qu'est-ce que ça veut dire, quelle est la signification du SE ?
Paul. Alors le SE, c'est pas la première fois qu'Apple fait le coup. Il y a eu le Macintosh SE, l'iMac DV SE, et là on a l'iPhone SE. Comme à chaque fois, ça veut dire Special Edition, édition spéciale. Voilà. Et à chaque fois, c'était des machines de transition, Exactement. mais qui ont souvent eu un grand succès, notamment Et laisser un bon souvenir. le Macintosh SE, mais on en parlera dans une autre émission, notamment sur celle des 40 ans d'Apple, on en parlera en fin d'émission. Les specs, alors c'est simple, ils ont pris ce qu'il y avait là-dedans, à savoir un iPhone 6S, et puis ils ont tout mis dans la coque réduite de l'iPhone SE, Paul. Alors, c'est-à-dire qu'on a un Apple A9, 2 Go de RAM, la même puce graphique. Il se paie même le luxe d'être un peu plus rapide que celui-là parce qu'il a un écran plus petit. Il a une meilleure autonomie, vraiment, donc c'est assez agréable. On se plaint Alors, tu dis régulièrement plus de rapide, on va essayer de le prouver. On va faire un petit Geekbench, une application Geekbench qui permet de noter et d'avoir les performances brutes. C'est les performances brutes des processeurs et aussi liées à la mémoire également de l'iPhone. Donc on va lancer le bench en même temps entre d'un côté l'iPhone SE qui est donc le petit modèle et l'iPhone 6S de Paul, donc deux exactement les mêmes caractéristiques de machine. Il y a une petite différence en termes de la mémoire vive quand même. Ah non, la mémoire vive est absolument la même. C'est sur l'iPad Pro que c'est l'iPad Pro, autant pour moi. De nous. Donc j'avance un petit peu, autant pour moi. On parlera de l'iPad Pro dans la deuxième partie de cette émission. Tu veux le lancer en même temps? Tu le mets devant la caméra et on lance le... Alors lancer en même temps sans les pouces, ça va être difficile. Alors, je vais les lancer et je vais vous les montrer. Alors regarde, je vais te venir à ton aide et puis tu le reprendras. Attention, j'appuie où? Run processeur test. Alors attention, 3, 2, 1, c'est parti. Vous allez voir, c'est très rapide. Mais il est bien à la caméra qu'on voit bien comment ça se déroule. Regardez. Et vous allez voir qui va gagner. C'est des performances brutes, donc ça ne se reflète pas toujours en usage réel, mais ça donne quand même une petite idée de ce qui se passe sous la coque. Voilà, donc c'est quasiment instantané. Et on voit que l'iPhone 6S à gauche a une très légère avance en biprocessing, c'est ça, en multicœur, et est en retard en monocœur. C'est l'iPhone SE, donc en gros ça se vaut. C'est les mêmes. Donc en clair, là on a vérifié, du moins en termes de puissance brute, Cédric, que effectivement l'iPhone SE a la même puissance que l'iPhone 6S, la dernière génération. C'est la chose qui surprend quand on le prend en main, c'est-à-dire que moi je l'ai eu en main rapidement vendredi dernier. C'est extrêmement rapide quand tu l'as en main, c'est-à-dire que t'as le souvenir, si tu veux, un peu, c'est un peu comme, je sais pas, tu perds un bras, on te met une prothèse et forcément tu compares au bras que tu avais avant. Là, tu as le souvenir de l'iPhone tel que tu l'utilisais à l'époque. Là, ça va quand même très 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 vite. Alors tu as toujours l'effet voiture neuve, tu vois, c'est un iPhone tout neuf, ça va toujours très très vite et puis après tu installes 180 apps, etc. et ça ralentit forcément un peu. Mais de fait, c'est une machine qui ça va vraiment vraiment. Nouveau processeur, en termes de puissance et de performance, c'est la même chose. Par contre, en termes d'écran, évidemment, le rapport n'est pas du tout le même entre l'iPhone 6, Paul, avec son écran 4,7 pouces et l'écran 4 pouces de l'iPhone SE. Là, rien n'a changé du côté de l'écran. Ça reste un écran d'une technologie qui commence un petit peu à dater, dirons-nous. D'ailleurs, Apple est passé assez rapidement sur ce sujet-là. C'est le même écran exactement que l'iPhone 5S, donc là je vous ai mis Spotlight avec les claviers ouverts pour vous montrer la taille quand même. L'iPhone SE c'est un écran de 4 pouces, là 4,7 pouces pour le 6S, donc c'est vraiment beaucoup plus petit, la résolution n'a rien à voir, donc là effectivement c'est pas le même téléphone. Donc sur le 6S à gauche j'avais une résolution de 1334 x 750 pixels et donc sur le SE 1136 par 640 pixels, si tu les remontes on voit bien les cas. Cédric, la difficulté pour Apple c'est que en gros l'iPhone SE se destine plutôt à des gens qui ont déjà un iPhone à petit écran. C'est quelqu'un qui a un grand écran comme toi ou moi, c'est très difficile franchement de revenir en arrière. C'est même du domaine de l'impossible, sauf à l'imaginer comme un deuxième téléphone pour les gens qui en ont deux. On en connaît bien qui en ont 3 ou 4. Ouais. Mais ça, là, tout à coup, ça le réserve à une sorte de niche de marché. Maintenant, évidemment, le cœur de la cible de cet iPhone-là, c'est, tu disais, les gens qui sont déjà sur du 4 pouces et qui n'ont pas envie de changer, enfin, qui ont envie de changer, mais pas de taille. Et ça, ils sont nombreux, parce qu'on dit que, Apple dit qu'ils ont vendu 30 millions d'appareils 4 pouces dans l'année écoulée. Ouais. Merci Cédric. Et concernant maintenant Touch ID, Paul, peu d'évolution sur l'iPhone SE. C'est le même que le 5S. Alors là, vraiment, le gain de vitesse est vraiment stupéfiant. Alors, ce n'est pas un argument de vente, mais c'est vraiment pour vous montrer la différence entre l'ancienne et la nouvelle génération Touch ID. À gauche, le 6S, on y va à 3. 1, 2, 3.
Voilà, vous regardez à côté, voilà, c'est beaucoup. Vous avez vu à quelle Bon, alors, vitesse? il a raté la première. Ouais, bon. mais c'est 2 fois plus rapide. Hein. Touch ID 2, et au minimum, c'est beaucoup plus rapide. Là, c'est vraiment un argument de vente, mais c'est vrai qu'Apple tarde à l'intégrer. Vous verrez également que dans l'iPad Pro également, Apple continue à recycler ses anciens composants. Ben, c'est pour ça que moi je trouve que c'est un petit peu... Bon, moi personnellement j'ai un 6S et un iPad Pro, donc un capteur Touch ID de première génération et de seconde génération. Je trouve pas que la différence soit flagrante, il fait à peu près le même nombre d'erreurs. C'est pas quelque chose qui moi me gêne beaucoup. Touch ID dans son ensemble aurait quand même besoin encore d'être un petit peu amélioré, même si ça reste je crois le meilleur capteur biométrique du marché. Ouais. En tout cas ça m'a pas choqué. Tu le disais tout à l'heure, du côté de la capacité mémoire, on reste sur malheureusement du grand classique du côté d'Apple. 16 gigas de stockage ou 64. Il n'y a que 2 options. Gigas, il n'y a pas de 128. Cédric, tu comprends là, les raisons qui poussent Apple à mettre un 16 Go en entrée de gamme? Je te laisse le dire. Tirer un peu les prix et puis se garder une énorme marge quand tu es forcé par la vie et de prendre un modèle 64 Go. Parce que 16 Go, on va pas se mentir, c'est fini, c'est terminé. Enfin, je veux dire, c'est pas faire grand-chose. C'est à la fois terrifiant, surtout quand tu vois le prix réel de ces mémoires qui s'est quand même littéralement effondré. Je veux dire, le vrai prix de l'upgrade, ça devrait être 15 €. Ouais, ça vaut rien. J'exagère, mais honnêtement, ça vaut plus rien quand tu vois le prix des micro SD en face. Ouais. Donc voilà, c'est un énorme générateur de marge pour Apple et ils veulent pas s'en passer, mais il faut bien afficher un tarif d'entrée qui fasse pas reculer tout le monde. Donc ils gardent la version 16 Go. Ça aurait pu être pire, hein, ça aurait pu être 8. Oui, c'est comme l'iPhone 5C. Oui, Paul. Moi, ce qui me gêne beaucoup, en fait, c'est cette gamme où vraiment ça se voit trop qu'Apple veut qu'on prenne le modèle supérieur. C'est-à-dire que pousser à l'avant, pour clair. Voilà, il y aurait 16, 32, 64. On sait que la majorité des gens, enfin que le marché qui est visé par l'iPhone SE, les gens prendraient sûrement des 32. Mais Apple ne peut pas se permettre ça, comme l'a dit Cédric. Donc c'est 16 ou 64, c'est tout ou rien. C'est la même chose pour les iPads maintenant et ça devient assez détestable. Et si vous voulez un 128 Go, vous n'avez pas de choix. Il faut prendre, pas de choix que de prendre la dernière génération de l'iPhone qui est facturée au prix fort, donc un iPhone 6S. Donc là, on voit encore une fois que c'est une jolie entre guillemets stratégie marketing pour pousser et augmenter la marge d'Apple. Une bonne nouvelle quand même pour finir sur les composants bruts de l'iPhone SE, le passage à la connectique Wi-Fi AC de la dernière génération du Wi-Fi, on en a fait une émission il n'y a pas si longtemps, donc là il y a un vrai gain de performance important lorsque vous surfez en Wi-Fi. Vous allez pas, là vraiment c'est un gain. Après ça, encore faut-il avoir un routeur Wi-Fi AC, ce qui n'est pas le cas des box, mais ça va arriver apparemment avec les nouvelles Livebox de chez Orange. Pareil pour la 4G, vu qu'on est sur les antennes, effectivement il y a plus de bandes 4G, il me semble, donc là aussi il y a un avantage. Oui, et en cas il est compatible avec les dernières générations de 4G, comme la 4G+, en France, bien vu. Paul, on va passer maintenant à un composant important, si vous êtes d'accord, il s'agit de l'appareil photo. Alors l'appareil photo là également, Apple c'est pas compliqué la tâche, hein. Ils ont adopté un nouveau capteur, mais c'est le capteur tout simplement de l'iPhone 6S, 12 millions de pixels, donc là le gap est important, on était à 8 millions auparavant. On a vraiment senti la différence. On a fait quelques essais juste avant d'entrer en plateau. Regardez, on ne vous ment pas. Regardez, c'est la régie de Dailymotion. Je te laisse commenter. L'iPhone 6S, l'iPhone SE, c'est exactement la même image. Vous voyez, donc là, le cadre avait un peu bougé, mais c'est exactement la même luminosité, c'est la même chose. Et il y a quelque chose que je tiens à signaler sur la partie physique de l'appareil, c'est qu'on a le même capteur avec un avantage, ça ne dépasse pas. Ah, vas-y, monte derrière, carrément. Vu que l'iPhone est plus épais, l'iPhone SE est plus épais, le capteur photo ne dépasse pas. C'est celui-là qu'il faut privilégier. Non, c'est la main droite que tu dois privilégier. Voilà. Contrairement à l'iPhone 6S, le capteur photo ne dépasse pas et c'est plutôt assez agréable et on a l'impression, et ça donne encore une fois une impression de solidité supérieure. Voilà. Et l'autre élément marquant qui était déjà une avancée de l'iPhone 6S, c'est la possibilité de filmer en 4K. Alors vous avez bien vu que l'écran, vous ne verrez pas vraiment la différence sur l'écran avec un écran de 4 pouces. Puis surtout, vous avez 16 Go, Cédric, filmer en 4K, c'est juste risible, on est bien d'accord. C'est là qu'on est en train de tester vraiment les limites du système. C'est-à-dire que non, c'est pas sérieux. C'est-à-dire que, mais on voit bien d'ailleurs que le tourner en 4K, ça, il faut que tu retournes dans les paramètres pour lui dire non, en fait, je voudrais faire du 4K. Tu peux même pas le régler directement maintenant, si j'ai bien vu dans les paramètres de la caméra. Sauf peut-être dans 9.3, mais j'ai pas osé faire. Et du coup, là, il y a un message qui est un peu trouble de la part d'Apple. On a une fonction, mais à la limite, il faudrait juste même désactiver le 4K si tu n'as pas un 64 Go. Mais là aussi, ça poserait un problème en termes de spec. De manière générale, Fanny, on peut dire qu'Apple a pris
un peu de retard par rapport à la concurrence, notamment du côté de Samsung, où là, non seulement on essaie de tirer vers le haut systématiquement, et surtout on généralise un composant qui est important lorsqu'on fait de la photo, notamment en basse lumière, comme sur l'exemple qu'on vous a donné tout à l'heure, c'est la présence d'un stabilisateur optique. Par exemple, du côté des Galaxy S6 et S7, tous les modèles sont équipés du stabilisateur optique. C'est réservé uniquement à l'iPhone 6S Plus et l'iPhone 6 Plus chez Apple. Oui, alors Samsung, c'est intéressant parce qu'ils ont aussi fait des marches arrière sur certaines choses. Ils ont changé les capteurs, c'est-à-dire qu'on est revenu sur du 8 mégapixels, mais on a agrandi les capteurs derrière pour prendre plus de lumière. Donc voilà, mais en tout cas, c'est vrai qu'ils travaillent beaucoup plus sur des technologies beaucoup plus récentes, alors que Apple a tendance à toujours rester un petit peu en arrière. Mais bon, ça, on a l'habitude, hein. Ils n'ont jamais été les premiers sur les nouvelles techno, Voilà, il n'est pas waterproof non plus. L'iPhone 6. Non, ça, c'est pas surprenant. L'iPhone 5S ne l'était pas, l'iPhone 6S encore moins, bien que Apple en off nous dise qu'il supporte l'immersion, mais il ne le conseille pas évidemment, mais c'est pas certifié comme le fait Samsung aujourd'hui en cas de chute malencontreuse dans la baignoire ou dans les toilettes. On passe maintenant à un aspect important du téléphone, et on sait qu'Apple n'est pas forcément une référence dans ce domaine et plutôt pointé du doigt. Il s'agit bien sûr de l'autonomie. Alors la batterie, pas de nouveauté apparente en termes de batterie, ça reste la même que le modèle précédent, le 5S, c'est-à-dire 1570 mAh, donc c'est moins que l'iPhone 6S, bien sûr, qui est plus grand, donc il y a une batterie plus grande et plus puissante de 1715 mAh, sauf, Paul, que la puce A9 de l'iPhone SE est beaucoup plus économe en énergie. Elle est beaucoup plus économe, et puis là en plus on a cet écran, tu l'as dit, qui est plus petit, donc on se retrouve avec l'iPhone qui a la meilleure autonomie du line-up qui est présent, c'est-à-dire composé des iPhone 6, 6S et SE. Donc c'est très agréable, on a au moins 3 heures de plus quand on discute. J'ai pas encore pu le tester complètement, mais c'est quand même de ce qu'on a pu en voir mieux, vraiment mieux, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de mettre cette coque, vous savez, avec le gros dos là qu'ils ont créé pour l'iPhone 6S. Avec ça, vous tenez une journée. Vraiment, voilà. Fait par le stagiaire du design de chez Apple. En clair, par rapport à l'iPhone 6S, on passe d'une autonomie en 3G, en surf 3G de 12 heures contre 11 heures pour l'iPhone 6, donc 2 heures de plus quand même de surf en 3G, 3 heures de plus de surf en 4G, 2 heures de plus de surf en Wi-Fi, donc on passe de 13 à 11 heures pour l'iPhone 6, et 2 heures de plus si vous lisez une vidéo, et si vous regardez On refait le Mac en boucle, vous avez 13 heures de lecture sur l'iPhone SE contre 11 heures pour l'iPhone 6. En clair, pour quelqu'un qui recherche l'iPhone le plus endurant, hormis bien sûr l'iPhone 6 Plus, qui est lui carrément la plus grosse batterie du marché, mais il y a un écran plus grand, l'iPhone SE, Fanny, Cédric, c'est le meilleur choix aujourd'hui, dans la gamme Apple, bien sûr. Oui, une précision importante évidemment. Oui, mais là encore, c'est vraiment une question de critères, et c'est pas sur des critères techniques le plus souvent que tu choisis. L'autonomie, c'est important quand même. Là, on vous dit ce soir, si vous recherchez un téléphone qui a vraiment beaucoup d'autonomie, c'est plutôt l'iPhone SE qu'il faut choisir. Juste petite parenthèse, pardon Cédric, vous gagnez 4 heures d'autonomie en communication téléphonique, 3 heures en 4G, c'est énorme, 3 heures en Wi-Fi, 3 heures en vidéo, là par contre par rapport au 5S. Donc on voit que les progrès sont vraiment très importants, simplement par l'adoption de nouvelles puces. Hein. Non, mais moi je suis bien content du 6S Plus, hein. J'ai pas besoin de plus. C'est trop gros. Parce que là, tu as une vraie autonomie. En gros, tu as une vraie journée pleine sans avoir besoin de repasser par une batterie ou une prise murale. Et à mon avis, c'est ça le fond de la demande. Après, le jour où tu me diras, tiens, il y en a un qui fait 2 jours, là, ok, on va se reparler. Mais c'est pas, là encore, c'est pas sur ces critères-là que les gens vont choisir. Si on leur dit ça tient bien la journée, bon, ils seront contents. Ouais. Alors on va essayer de tirer un premier conclusion. On en reviendra plus longuement dans une autre émission lorsqu'on aura eu vraiment le temps de le mettre à l'épreuve, cet iPhone SE. Donc on se retrouve en résumé, Paul, avec un téléphone plus petit qu'un iPhone 6, mais aussi plus puissant. Voire plus puissant encore. Bien plus. On voit que la gamme d'Apple maintenant est vraiment pléthorique aujourd'hui. Est-ce que quelque part, avec tous ces modèles, on ne perd pas finalement en lisibilité? Et c'est vrai que c'est difficile de choisir un modèle aujourd'hui. Hein. Il y a un problème quand même. C'est-à-dire que tu te retrouves avec un iPhone 6S et 6S Plus qui sont les flagships, qui sont les plus chers, qui sont les mieux, entre guillemets. Un iPhone SE qui, lui, a les mêmes specs qu'un flagship, mais dans le design d'un iPhone qui n'en est pas un, et un iPhone 6 perdu au milieu de tout ça qui coûte plus cher qu'un SE en étant moins puissant. À mon avis, l'iPhone 6 aurait dû sauter, et ça c'est un vœu pieux, mais l'iPhone
6S aurait dû perdre 100 € sur son prix. Oui, ben, apparemment, Tim Cook n'était pas d'accord. Tu parlais des prix pour la première fois, entre guillemets. Apple commercialise un iPhone à moins de 500 € brut, nu, sans au prime opérateur. 489 € pour le modèle 16 Go, 589 pour le modèle iPhone SE. On pourrait dire chouette, enfin Apple a sorti un iPhone à moins de 500 €, enfin c'est quand même 500 €. Par contre, si on compare, Paul, avec le prix aux États-Unis, beaucoup de gens sur Internet se sont vraiment surpris du différentiel. 399 $ aux États-Unis. Pour le 16 Go. Pour le 16 Go, exact. 489 €, c'est un gros gap, mais évidemment aux États-Unis, Il n'y a pas la TVA. il n'y a pas la TVA, hein, Cédric. Cédric ? Encore une fois, c'est très difficile de comparer les prix. Et puis, le problème, évidemment, c'est que le plus gros marché d'Apple, il est en dollars. Quoique, attends, après, il y a la Chine. Bien, de plus en plus la Chine. Hein. Et ils sont forcés d'anticiper les variations possibles des taux de change. Tu vois, 15% dans un sens, 20% dans l'autre. Donc, c'est pour pas avoir à changer le prix en temps réel. C'est quand même choquant. T'imagines, t'arrives, tu dis, mais attendez, moi, on m'a dit, non, c'est plus le même prix. Donc, évidemment, ils le font en se laissant une bonne grosse marge de sécurité. Du coup, ça donne un téléphone qui, de fait, n'est pas low cost. Hein. On va pas se mentir. C'est qu'on puisse dire 399 $. Si tu donc fais la conversion en euros, ça fait 356 € hors taxe. Hein. Si on rajoute la TVA, soit 20%, on arrive à un prix de 427 €. Donc, il y a un écart de 71 € entre le prix TTC, entre guillemets, hein, 20%, s'il y avait une TVA de 20% aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas. Donc il y a quand même un écart de plus de 70 € sur l'iPhone. SE entre l'Europe et les États-Unis, c'est plus qu'une image de sécurité, c'est quand même beaucoup, voire carrément scandaleux. Et on est loin, entre guillemets, du seuil psychologique des 400 $. Hein. On est à 4... Attention, il y a une autre chose. Hein. Il y a une spécificité française qui est la taxe sur les supports numériques, la taxe pour la copie privée. Enfin, avec 16 Go, on va pas très loin, Cédric. Hein. Mais la taxe, elle est là. Sur les appareils 71 mobiles, €, c'est la taxe sur la copie privée, ça me semble un peu beaucoup. Quoi. Non, c'est moins ça. J'avais le calcul, c'est moins que ça. Mais quand même. Si ça prend 20 ou 30 €, allez, grand maximum. Mais là, c'est déjà la moitié de la différence. Moi, voilà. Après, il y a des marges de sécurité pour éviter la fluctuation si l'euro ou le dollar monte ou baisse. Donc, ça permet une marge de sécurité qui est normale. Mais là, l'écart est quand même assez important. Petit résumé, donc on vous a dit 489 et 589 € pour le SE. Et si vous voulez un 6, c'est 639 et 749. Donc, c'est les positions de prix. Et c'est pas évident de faire son choix. C'est plus les usages qui feront vraiment la différence. On y reviendra plus longuement dans une émission vraiment consacrée à un usage plus intensif de l'iPhone SE. À moins que Fanny ait une petite question à poser pour conclure sur l'iPhone SE. Là, c'était pas une question, c'était juste pour dire que quand je vois les prix et quand je vois ce que fait la concurrence sur de l'Android, sur des formats qui sont un tout petit peu plus grands, mais qui sont au niveau techno pas si loin que ça et qui suffisent à monsieur et madame Michu, pourquoi aller mettre autant d'argent dans un 4 pouces quoi. Voilà, moi, je m'interroge beaucoup sur... Je comprends le positionnement d'Apple, etc., mais je me dis que c'est trop tard. Je me dis que quand on voit des téléphones à 150 € ou 200 € qui commencent à vraiment faire tout ce qu'il faut... Avec un bémol, mais je le dirai après. À toi, Paul. Oui, c'est-à-dire que cet iPhone, à mon avis, Apple l'a conçu aussi dans son grand schéma d'ensemble, qui est qu'on va chercher l'iPhone à l'Apple Store, mais qu'à l'Apple Store, on peut l'avoir pour 17 € par mois. C'est-à-dire que c'est un téléphone qui n'est pas fait pour être acheté vraiment à nu, comme peut l'être un iPhone 6S. Tu as raison. Là, c'est vraiment l'iPhone conçu pour la subvention opérateur. Alors nous, en France, ça nous choque, parce qu'on a eu le déclic Free Mobile, on a eu Soch, on a eu tout ça, mais je pense qu'Apple l'a vraiment créé dans cet esprit, et ça fera peut-être assez mal quand ce programme où on fait tout dans l'Apple Store, on loue le téléphone, on peut en changer au bout de 2 ans, comme la location propose Free, arrivera en France, parce que je pense que c'est comme ça qu'Apple imagine les choses. Oui, et au-delà, pour rebondir sur ce que tu dis, tu as doublement raison à mon avis. Non seulement c'est un téléphone qui est conçu pour les opérateurs mobiles, pour convaincre d'acheter un iPhone pas trop cher, mais le mot est lâché, acheter un iPhone, pas un téléphone. Il s'adresse aux gens qui avaient un iPhone 4S, un iPhone 4 ou un iPhone 5 et qui voulaient avoir un produit un peu plus puissant, un peu plus rapide, parce qu'on sait très bien qu'à chaque nouvelle génération, il y a un effet de ralentissement avec une nouvelle génération d'iOS. Ça répond à ça. Et puis si vous regardez les offres aujourd'hui opérateurs, soit chez Orange, que ce soit chez Soch, que ce soit chez SFR, vous avez des formules forfait sans engagement, où finalement l'iPhone, enfin sans engagement, il faut quand même payer l'iPhone sur 24 mois, pour quelque chose comme 10 € par mois, vous avez des forfaits à 25 €, donc ça reste assez raisonnable, et le coût est à moins de 100 € de l'iPhone SE, donc ça montre bien que c'est un produit qui n'est pas fait, je suis d'accord avec toi Paul, pour l'achat nu. Je
voulais juste dire un truc par rapport, je ne l'ai pas dit dans le chiffre de la semaine, mais ça me semble intéressant. Ce que tu disais sur les gens qui ont un iPhone 4, 4S, 5, 5S, ils sont très nombreux. Ils sont 435 millions. Et c'est sur ce marché qu'Apple veut réentrer, entre guillemets. C'est-à-dire que si vous changez de téléphone, on sait qu'Apple aime bien dire qu'elle retient quasiment 100% de ses utilisateurs. Je pense qu'il a aussi été conçu dans ce but-là. Oui, c'est-à-dire que Rodrigo nous le dit quand il est avec nous dans l'émission. Il est très difficile, pour lui, le premier argument d'Apple pour acheter un téléphone d'Apple, c'est iOS. Et c'est vrai que quand on a l'habitude d'iOS, c'est parfois un petit peu difficile de passer du côté d'Android ou de Windows Phone. Voilà, c'en est une démonstration. Par contre, effectivement, lorsqu'on part de zéro et qu'on voit les prix du côté Android, la tentation est grande d'aller voir autour des téléphones à prix cassé et qui vous permet, notamment si vous le cassez chez les plus jeunes, de le changer pour une somme ridicule. Voilà, on est arrivé au terme pour l'iPhone SE. On va passer dans un instant à l'iPad Pro, mais avant, c'est le busomètre avec Paul Rony. Allez, le busomètre, le classement des rumeurs qui ont le plus buzzé sur Internet cette semaine avec Paul Rony. Alors cette semaine, ça fait du bien, on est après un spécial event, donc comme après chaque spécial event, on a les rumeurs pour les 6 prochains mois, donc on va essayer de voir. C'est arrivé vite. Dès le lendemain, il y avait déjà des rumeurs qui sont tombées sur les prochaines générations de produits d'Apple. Oui, d'ailleurs, on va voir que pour l'iPhone 7 ou 6SS, on a quelques problèmes. Donc, c'est compliqué, 6SS. Ouais, on va en parler tout de suite. Alors, en pole position, l'iPhone 7 Pro. Alors on va essayer de comprendre. Qu'est-ce que c'est? Quel est cet appareil? Je connaissais la rumeur sur l'iPhone 7, mais le 7 Pro, quid? Alors en fait, vous auriez 3 iPhones. Un iPhone 7, un iPhone 7 Plus, un iPhone 7 Pro. L'iPhone 7 Plus aurait un appareil photo avec stabilisateur optique, l'iPhone 7 n'en aurait pas, et l'iPhone 7 Pro, qui ferait la même taille que l'iPhone 7 Plus, voire un tout petit peu plus, aurait 2 capteurs photo. Voilà. Deuxième rumeur. Oui, et puis alors on va parler quand même rapidement de cette rumeur d'un iPhone 7 de 5,8 pouces qui serait l'iPhone Pro. Mais qui aurait la même taille que l'iPhone 6S Plus, c'est-à-dire qu'Apple enfin rognerait sur les bords et qui aurait un design proche de l'iPhone 4. Et comble de la rumeur, mais je ne l'ai pas mis parce que je n'y crois pas, il aurait un écran incurvé. Oui, alors carrément, on rêve. D'accord. Je ne crois pas du tout. Par contre, l'idée de vraiment de pousser les bords de l'iPhone, vraiment, là j'ai le chrono, donc je vais le couper, mais aller vraiment jusqu'au bout, ici, voilà. Allume ton écran, c'est mieux. Ouais, c'est mieux, on va y arriver, hein, mais il est fatigué. Il est tellement chaud parce qu'on a un petit souci de climatisation aujourd'hui voilà. S'il arrive vraiment au tout bord, c'est vraiment ce qui est très agréable sur l'iPhone, sur le Galaxy S7, qui est beaucoup moins sympa sur l'iPhone. Bref, troisième rumeur. Des annonces d'Apple au NAB. Alors le NAB, c'est ce grand salon auquel on présente du matériel pro pour l'audiovisuel. Ce serait parfait pour qu'Apple, qui a lieu au mois d'avril à Las Vegas. Ouais. Ce serait absolument l'occasion rêvée pour qu'Apple présente, pourquoi pas, des Macs équipés de Thunderbolt 3. Alors on va expliquer ce que c'est que le Thunderbolt 3 encore une fois. Le petit MacBook de 12 pouces, lui, est équipé d'un port USB-C. Vous ne pouvez y connecter que des périphériques USB. Mais Apple a beaucoup misé sur le Thunderbolt et le Thunderbolt peut s'intégrer dans un port USB-C. Donc en un seul port, on aurait Thunderbolt USB, charge, vidéo, Ethernet. Donc en clair, la prochaine génération du Thunderbolt 3 ne serait pas un port Thunderbolt tel qu'on le connaît ici sur mon MacBook Pro, ces petits ports qui sont ici, là, carrés, mais ce serait un port USB-C, mais qui offrirait la vitesse du Thunderbolt 3. Mais tu as trouvé où cette rumeur, Paul? Alors cette rumeur, elle émane de pas mal de sources. On a vu 9to5Mac, on a vu Mac Rumors, il y a eu beaucoup de sources qui en ont parlé. Donc il y a 2 machines qui pourraient être présentées. Soit un Mac Pro, le dernier Mac Pro a été présenté en juin 2013, la petite poubelle, hein, très puissante, très jolie. Et sinon, des machines qui en ont cruellement besoin, les MacBook Pro 15 et 13 pouces. Ils seraient plus fins, ils auraient de nouveaux processeurs. Attention, il y en a qui vont hurler, il n'y aurait plus de carte graphique, on se reposerait uniquement sur une Intel Iris 580. Mais c'est pas si mal. C'est pas si mal, mais voilà, il y en a qui vont quand même. Donc en clair, annoncer Thunderbolt 3 au NAB, qui est un salon dédié aux professionnels de la vidéo, ça aurait du sens. Et effectivement, j'en ai discuté avec un constructeur de disques durs et il laisse à penser qu'il y a de fortes chances. On va voir, hein, c'est à la fin. Du moins, 4e rumeur, tu parlais du MacBook à l'instant. 4e rumeur, Martin Hayek a fait ce matin de très jolis rendus des futurs MacBook Pro. Et on parle encore de MacBook Pro. Les MacBook Pro, ce serait pour la WWDC, excusez-moi. La conférence des développeurs. On parle de 2 gammes. Attention, là encore, il y a un petit problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Apple a 3 gammes de portables à son catalogue. Le MacBook, les MacBook Air qui ne sont pas Retina, le MacBook qui est plus petit, plus léger qu'un MacBook Air, mais qui est Retina, et les MacBook Pro Retina qui sont beaucoup plus lourds et beaucoup plus puissants. Il y aurait une rationalisation autour de 2 gammes. On aurait des MacBooks en plusieurs tailles, extrêmement fins, équipés d'un seul port USB-C sur le modèle de l'actuel MacBook. Sur le modèle de l'actuel MacBook, il y aurait avec des écrans plus grands. Voilà, il y aurait un modèle de 12 et un modèle de 14, et les modèles
Pro seraient eux en 14 et en 16 pouces. Voilà, donc Apple rognerait également sur les tours d'écran de ses portables. Et par contre, plus de MacBook Air. Et c'est vrai qu'on se pose la question également de la lisibilité de la gamme. On voit que la gamme manque un peu de lisibilité sur l'iPhone, sur le MacBook Pro, avec l'arrivée du MacBook également pire. sur les portables, c'est assez compliqué. Donc on peut penser que le MacBook Air, à terme, est destiné à passer à la trappe. Dernière rumeur. Dernière rumeur, c'est un peu compliqué cette semaine. Hein. Un nouveau MacBook d'ici la fin du mois. Alors là, non, mais, histoire que ce soit plus simple, Ouais. c'est le MacBook de 12 pouces qui a été introduit en mars dernier. il y a plus d'un an maintenant. Voilà, qui n'a pas été mis à jour. Les processeurs d'Intel sont prêts depuis quelques semaines, voire quelques mois désormais. Donc il y aurait une mise à jour silencieuse de ce MacBook qui gagnerait un processeur plus puissant, qui serait paradoxalement un peu plus... la cadence serait plus basse, mais le processeur est plus puissant. Et surtout, la partie graphique serait plus puissante de 20%. On sait que cette petite machine en a cruellement besoin. Pour conclure, Cédric, on voit bien que tu le disais tout à l'heure pour l'iPhone SE, qu'Apple joue la montre, qu'Apple essaie de glisser des nouveautés tout au long de l'année, plutôt que de faire une salle d'annonces comme les années précédentes. Voilà, tout simplement, ça s'appelle jouer la montre, tout simplement, Cédric. Oui, d'abord parce que vaut mieux, si tu peux avoir l'attention des médias 4 fois par an, vaut mieux le faire 4 fois. Et puis en plus parce que tu parles à des publics très différents, sur des produits très différents. Je veux dire, le client qui va acheter un iPhone SE n'est pas le même forcément qui va aller acheter un nouveau MacBook Pro ou autre chose. Enfin, c'est vraiment des gammes différentes et des publics différents. Ouais, et c'est aussi valable sur l'iPad Pro, hein, qui était plutôt attendu d'habitude, mise à jour au mois d'octobre, qui est arrivé que cette semaine. Donc également, c'est un choix stratégique hein, en termes d'industriel. Il n'y avait rien qui empêchait Apple de le sortir plus tôt. Ils ont préféré sortir le grand modèle qui est devant moi. On va en parler dans un instant, mais d'abord, un petit point avec le sondage de la semaine, tout de suite avec Fanny. Alors, le sondage de la semaine, c'était un écran de 4 pouces sur un iPhone en 2016. Vous trouvez ça trop petit ou pas? Eh bien, la réponse est oui à 45% et non à 55%. Donc voilà, tu vois, c'est pas si différencié que ça. Hein. Il y a encore 55% des gens qui pensent que finalement c'est encore une bonne taille. Moi, je suis assez étonnée. Donc ça, c'était la conclusion de l'iPhone SE. Donc encore une fois, on voit bien qu'il y a, en tout cas auprès des gens qui nous suivent sur Twitter, une appétence pour les écrans de 4 pouces. Il y avait un deuxième sondage, je crois, parce qu'il y a 2 parties de cette émission et 2 nouveaux produits. Alors oui, effectivement, Olivier, et on a d'ailleurs un deuxième sondage, c'est le nouvel iPad Pro 9,7 pouces vous donne-t-il envie de changer d'iPad? Et alors là, c'est carrément, c'est seulement oui à 34%, 66% de non. Hein, donc il y a vraiment, pour l'instant, ça donne pas envie de changer d'iPad. Alors, c'était la principale attente et la principale curiosité de la keynote de la semaine dernière. La première curiosité aujourd'hui de ce nouvel iPad Pro, le voici. Faut-il changer et reléguer son iPad ancienne génération dans le placard pour le nouvel iPad? On va tenter de voir si on va réussir à vous convaincre de changer pour ce nouveau modèle tout de suite. C'est la deuxième partie de cette émission et on va d'abord parler du design. Alors, le nouvel iPad Pro, on attendait un nouvel iPad Air 3, c'est un iPad Pro et au niveau du design, Paul, rien n'a changé. Si, donne. Alors, gimme. Alors, je te le donne, regarde, il est là, et puis moi, je vais prendre l'ancien qui est juste devant mon écran ici. Alors, je vais retirer le clavier, hein, vous m'en voulez pas, on en parlera. Moi, j'ai retiré après. la housse de l'iPad Air Donc, 2, qui a très chaud. on les met en sandwich si tu veux. Ça, allons-y. Tiens, mais vas-y, voilà, pose Tu les veux deux. ou tu veux faire, je sais comme plus. tu veux, Ce qu'il y a- Alors voilà, donc vous voyez, Pas il y a poser ta coude, voilà. assez peu de différence, sauf que là, on voit que les haut-parleurs de l'iPad Pro qui est ici sont légèrement plus petits, Oui. parce qu'en fait, la blague, c'est qu'il y en a aussi de ce côté-là, il y en a 4. Voilà. Donc comme sur l'iPad Pro de 12 pouces, vous vous retrouvez en fait avec 4 haut-parleurs. Il fait exactement la même épaisseur. On a le Smart Connector. Ici, vous savez, c'est ces 3 petits points où on peut venir accrocher le clavier qui font passer électricité, données, tout, qui évite d'avoir à se pairer en Bluetooth. On a, au point de vue design, c'est à peu près tout. Donc les 4 haut-parleurs, le Smart Connector. Et attention, le meilleur pour la fin, vu qu'on a un super appareil photo de 12 millions de pixels, on a droit à la bosse, comme l'iPhone 6S, c'est bien dommage et c'est peut-être un peu too much. Et puis surtout en dessous si tu veux le montrer également, Paul, en dessous de l'objectif de l'appareil photo, nouveauté sur cette tablette, l'arrivée enfin d'un flash tout simplement pour faire les photos dès que la luminosité vient à tomber. Ça peut servir, ce qui n'est pas forcément moi, je ne suis pas très fan des photos avec l'iPad, je trouve ça trop gros, mais pourquoi pas. En termes de design, on reste dans un truc extrêmement fin, hein, aussi fin que l'iPad Air qui était véritablement l'un des produits les plus fins. On va voir trop fin, hein, souviens-toi l'année dernière, lorsqu'on mettait la musique un peu trop fort, ça provoquait des vibrations. Là on est resté dans le même form factor avec plus d'enceintes. Les enceintes, Fanny, Cédric, vous qui utilisez l'iPad Pro, c'est vraiment très sympa, notamment lorsque vous regardez un film. On le regarde en position.
Ça, Ouais. Netflix dans ta chambre d'hôtel, tout à coup. Ouais, Les ou quand enceintes, tu fais ça la change tout. vaisselle. Ouais, alors ça c'était le tout glamour de l'émission. Mais non, si t'achètes un iPad Pro, t'as les moyens d'avoir un lave-vaisselle, d'accord. Mm. Et C'est clair. Mais non, juste, c'est pas la première Pauvre tablette. Fanny, pauvre Fanny, la pauvre. C'est pas la première tablette à avoir une enceinte des deux côtés, Ouais. mais c'est vrai que ça change tout. Enfin, ça change tout en termes d'usage pour regarder de la vidéo, même pour regarder même pour regarder en Max sur YouTube. Ouais. Tout à coup, t'as quand même Non, une- sur voilà, Dailymotion, Cédric, tu veux dire. Pardon, oui, bon, ça c'est, comme diraient les Américains, that's a whole lot of your problem. Oui, évidemment. Mais voilà, ça change tout quand même d'avoir des enceintes des deux côtés. Ouais. Ce qui est vraiment frappant, hein, c'est alors, le poids reste le même, on l'a dit par rapport à l'iPad Air 2, mais par contre, 437 grammes, par contre par rapport à 444. 444 pour le modèle 3G. Ouais, oui, là nous avons un modèle 3G. Moi, j'ai pas les moyens de Voilà. D'ailleurs, petite coquetterie, si tu veux montrer le dos oui, du modèle effectivement, j'ai 3G. oublié. Alors, par Euh, rapport à l'iPad Air 2 où on avait cette disgracieuse bande blanche, vous voyez cette toute petite ligne, Voilà. et ben c'est l'antenne 3G désormais. Donc maintenant, vous pouvez reconnaître l'iPad Pro 9,7 pouces d'un premier coup d'œil, ne fût-ce qu'avec l'antenne ou simplement avec la nouvelle couleur, la couleur rose gold. Là, on a une version simplement Gold is best. Donc, on disait par rapport à l'iPad Pro, par contre, il y a un énorme écart de poids. Moi, je vais prendre le Pro, toi, tu vas prendre Le Pro Mini, voilà, vous voyez, la différence est quand même flagrante. Je vais l'allumer, voilà. Yes. Alors, en termes d'encombrement, il n'y a pas photo. Hein. il n'y a pas photo, on peut les... Moi, ce que je trouve extrêmement pratique, c'est que le couple clavier Ouais. iPad Pro Mini, si je Aïe, puis dire, j'y arrivais. est vraiment beaucoup plus agréable Voilà. et devient vraiment quelque chose. On se dit, oui, voilà, j'ai toujours un petit ordinateur Ça sur pèse, moi. hein. Alors qu'avec l'iPad Pro, 723 grammes sans le clavier. Voilà. Et si on rajoute le clavier, ça fait pas loin du kilo. Hein. j'ai toujours ça sur moi en permanence. J'ai pas le Smart Keyboard, mais j'ai quand même toujours l'iPad Pro. C'est vrai que c'est très pratique, c'est grand, et avec le clavier, c'est un peu lourd, alors que ça, avec le clavier, c'est extrêmement sympathique. Petit bémol, le clavier, on en reparlera tout à l'heure, est en QWERTY. Et tu demandais s'il vibrait moins là. Voilà, je mets un peu de musique. Et le fait que... Merci pour Stromae. Le fait qu'on ait mis les quatre, la répartie, les quatre haut-parleurs sur les côtés, effectivement, il vibre beaucoup moins. C'était vraiment un défaut assez perturbant lorsqu'on jouait. C'était presque l'impression qu'il y avait un petit vibreur pour le retour de force pour certains jeux. Là, c'est corrigé pour cette version-là. Donc, on a vu, pour le design, on va parler un petit peu de ce qu'il y a sous le capot, comme pour l'iPhone SE, on va parler des nouveaux composants internes. Alors, sous le capot de l'iPad Pro 9,7 pouces, en résumé, Paul, petit mais costaud. Petit mais costaud, c'est exactement la même puce que dans l'iPad Pro que j'ai ici, le 12,9 pouces. Petit problème par contre par rapport à la RAM, c'est-à-dire qu'on a 4 Go sur le grand modèle, 2 Go sur le petit modèle. Alors les tests ont dit que ça ne changeait pas grand-chose. Je tiens quand même à rappeler que par exemple sur une application comme Procreate qu'Apple met en avant, ça change quelque chose. Ça change aussi quelque chose quand on utilise Safari et que les onglets se rafraîchissent trop souvent. C'est un peu dommage qu'après 2 ans, Apple n'ait pas pensé, à mettre la même quantité de RAM sur le grand modèle et le petit modèle. C'est vraiment très mesquin. Alors on va faire comme pour tout à l'heure pour l'iPhone SE, on va lancer un petit bench entre l'iPad Air 2 et l'iPhone SE. Déjà, lorsque vous utilisez le mode multi-écran, multi-view, hein, qui permet d'avoir les différentes fenêtres à l'écran, c'est déjà beaucoup plus fluide, hein, on s'en rend compte très rapidement avec le nouvel iPad Air. Mais qu'en est-il maintenant vraiment de la puissance brute? Donne-moi mon iPad Air et moi tu prends ton iPad Pro et on va lancer un petit bench si tu es d'accord. Dans les conditions du direct, Geekbench, allons-y. Voilà, il est là. Quand tu veux. Hop, et on va se mettre bien devant l'écran. Est-ce qu'on voit là? Attention, 3, 2, 1. Moi, je suis à la verticale. Alors, on va faire comme ça. Là, comme ça, on est pareil. On est prêt? 3, 2, 1. Top. Quelque chose me dit que l'iPad Pro 9,7 pouces va y mettre une claque au petit iPad Air 2. Ou pas. Alors, l'iPad Air 2 est ici. Et si. Celui-là. Et il a mis une claque, ouais. Alors, quel est le score que tu as atteint? Alors 3076 en monoprocesseur et 5285 en multicœur. Voilà. Donc alors juste pour vous donner une petite comparaison, on s'approche vraiment des scores du MacBook Retina de 12 pouces. Ouais. C'est ce qu'on avait déjà constaté avec l'iPad Pro de 12,9 pouces. Donc quand Apple dit qu'ils ont sorti une tablette, ils ont réinventé l'ordinateur, que c'est aussi puissant qu'un PC portable, c'est pas complètement faux. Attention, on compare quand même à un Core M, qui est le processeur le moins puissant de chez Intel. Ouais. Donc ça va très bien pour iOS, mais pour OS 10, ce serait peut-être très L'écart juste. est important. 1837 en single core et 4577. Vraiment, l'iPad Pro lui met une sacrée claque. Bien que tu me disais en préparant cette émission qu'il y avait quand même une petite astuce qui avait permis à Apple de le rendre très performant, cette machine.
Tu parles de l'iPad Pro, de l'iPad Air 2? L'iPad Air 2. Alors l'iPad Air 2, en fait, à l'époque, il y avait eu une anomalie, entre guillemets, c'est-à-dire qu'Apple a toujours défendu le fait de n'avoir que 2 cœurs dans ses processeurs. L'iPad Air 2 en avait 3 parce qu'il voulait que l'A8X, à l'époque, apparaisse comme un processeur très très puissant. Donc la 8X a 3 cœurs, donc il se débrouille beaucoup mieux en multicœur par rapport à l'iPad Pro qui lui n'a que 2 cœurs. On n'a que 2 cœurs dans les grands et les petits iPad Pro, mais ils sont plus rapides, ils sont à 2,20-25 GHz contre je crois 1,86 ou 1,80 pour l'iPad Air 2. Et donc ici 3 cœurs, ici 2, mais bien plus puissants. Voilà, et là, vous voyez, donc, ce qui était une spécificité de l'iPad Air, c'était le mode multiview. Hein, vous voyez, c'était assez fluide, mais ça a été encore beaucoup plus fluide sur l'iPad Pro. Si vous êtes d'accord, on va essayer d'avancer vite et on va parler justement de l'écran dans un instant. Alors l'écran, vous l'avez vu lors du test, il y avait une différence de visibilité, de luminosité importante entre le test de cet iPad Air et le test de cet iPad Pro juste à côté de moi. C'est pas un hasard, Paul, il y a une petite astuce technique. Non. Alors effectivement, en fait, c'est pas tant la luminosité, même si l'écran est beaucoup plus lumineux, on est à 500 nits, c'est une unité de mesure sur l'écran de l'iPad Pro, on était, je crois, à 400 à peu près pour l'iPad Air 2, donc c'est très lumineux. Mais là, on parle de ce qu'on appelle True Tone, c'est une fonction qui en fait va, en gros, si vous voulez, jaunir un petit peu l'écran, faire en sorte que le résultat s'approche plus d'un papier quand vous êtes dans une pièce moins bien éclairée ou mieux éclairée. C'est ce que vous voyez aussi sur l'écran derrière moi. Donc quand je le désactive, l'écran devient beaucoup plus bleu, beaucoup plus blanc, et quand je l'active, il redevient plus jaune, plus doux. Alors là, on est dans un studio de télé, donc c'est très, très blanc, très éclairé, donc ça se voit pas trop. Mais on a fait l'essai dans une pièce moins bien éclairée et qui avait un ton plus jaune. Effectivement, ça marche. C'est le genre de fonction dont on n'avait pas besoin. Et puis une fois qu'on l'a découvert, bon, bah, c'est vrai que revenir à un écran très bleu, ça choque un peu. Attention à bien la désactiver quand vous faites de la retouche photo, par exemple, parce que ça peut très vite fausser votre image. Ouais. En clair, ça va plus loin que la fonction nuit, hein, qui est arrivée dans la mise à jour d'iOS 9.3, si décrié, on en parlera. Beaucoup plus subtil, ouais. En fin d'émission, on passe tout de suite et pour conclure aux accessoires. Alors les accessoires comme son grand frère l'iPad Pro, il a droit à de nouveaux accessoires. Les housses, les formats ont changé. Hein. Si vous voulez mettre l'ancienne housse ici, la Smart Cover, vous pouvez la mettre, mais vous n'avez plus la sortie pour le flash. Donc oubliez, vous n'avez pas la sortie pour les haut-parleurs, donc il faut tout changer. Et puis accessoirement, vous avez un clavier, tu l'as dit, c'est Paul en préambule tout à l'heure. Voilà, un clavier qui utilise donc le Smart Connector, ces 3 petits points. Je rebondis juste 2 secondes sur ce que tu disais sur la Smart Case. Non seulement elle n'est pas disponible, mais c'est aussi une pirouette encore une fois d'Apple. Vous êtes obligé d'acheter soit le Smart Keyboard ou une Smart Cover, plus une coque en silicone si vous voulez couvrir le dos de votre iPad pour le protéger. Donc ça revient beaucoup plus cher. C'est encore une fois un petit peu honteux. Donc là, vous avez ce clavier qui est comme celui du grand iPad Pro, mais plus petit. Voilà. Les touches sont plus petites et plus espacées. C'est assez agréable. La frappe ressemble un petit peu à celle qu'on a sur le MacBook 12 pouces. Ouais, on voit qu'il est beaucoup plus grand. Voilà, il est beaucoup plus grand, le mien est beaucoup plus petit. Voilà. C'est assez agréable, c'est assez amusant. On ne taperait pas une thèse dessus ou un long roman, mais pour répondre à un mail, travailler un petit peu. Mais la thèse, il faut la taper en anglais. Hein, voilà, la thèse, en plus, pas en philo, mais... Alors, on a interrogé les gens d'Apple avant de venir en studio tout à l'heure, puisqu'on les a rencontrés juste avant de venir, et apparemment, c'est dans le pipe. Ça nous fait plaisir. Ça fait juste 6 mois que l'iPad Pro est sorti. Il serait temps qu'il passe en AZERTY. Et en plus, on a le Pencil. Ouais. Je ne sais pas si tu voulais en... Oui, bien sûr. Alors le Pencil, c'est le même que l'iPad Pro 12,9 Plus. C'est légèrement... Alors pour dessiner, c'est un peu moins du coup, un peu moins grand, mais ça fait vraiment un petit carnet de notes, petit carnet de croquis. C'est assez agréable, assez sympathique. On rappelle que globalement, sur un iPad Pro de 12 pouces, vous avez en fait 2 fois la surface d'affichage d'un iPad Pro 9,7 ou d'un iPad Air 2. Donc c'est là que réside encore l'avantage du grand iPad. Mais celui-ci vraiment vous donne l'impression, avec ses accessoires, qu'Apple a fait un netbook en fait. Voilà, que vous pouvez avoir perpétuellement un tout petit ordinateur sur vous. C'est assez agréable, voilà, mais ça ne remplacera pas un PC. Hein. Ouais, contrairement à ce qu'a annoncé Phil Schiller la semaine dernière. Le grand, il peut. Le grand, il peut. Conclusion, justement, habile transition. Ce sera la conclusion de cette émission. Est-ce que non seulement, messieurs, dames, Cédric, Fanny, le nouvel iPad Pro vous donne envie de changer d'iPad, hein. On sait que c'est la problématique d'Apple. L'iPad vieillit bien, si bien qu'on n'a pas forcément envie de changer chaque année. 8 trimestres consécutifs de baisse de mémoire chez Apple des ventes d'iPad. Il faut booster tout ça. Est-ce que vous pensez que ça va être suffisant? Et au-delà, est-ce que plutôt que de rouler son ordinateur, il vaut mieux investir dans un iPad Pro? Votre avis, est-ce que l'iPad Pro va remplacer un PC? Non, d'ailleurs, c'était une des questions qu'on avait, c'était n'est-il pas temps de faire arriver un padOS plutôt que de rester sous iOS pour les iPads, mais non. Qu'est-ce que tu veux dire par un padOS, Fanny? C'est enfin avoir
un OS qui soit un OS de travail plutôt comme sur les Mac. Alors moi j'ai sauté le pas quand l'iPad Pro est sorti, hein. J'ai plus de Mac portable. De temps en temps je me sers d'un ordinateur de bureau pour par exemple les vidéos d'illustration parce que j'ai pas le choix. Mais sinon je fais tout avec mon iPad Pro. Et effectivement parfois on se surprend à manquer de place pour afficher plus de 2 fenêtres par exemple, ou afficher 2 documents côte à côte. Mais surprise, iOS propose, grâce à certaines astuces, de créer plusieurs fenêtres. Donc ça va arriver. Par contre, le système de fichiers, moi je trouve qu'on s'y habitue au bout de quelques temps. Il faut être méticuleux, bien ranger ses fichiers, mais on s'y habitue. Et je pense qu'un grand iPad Pro peut, pour des utilisateurs qui n'ont pas énormément de choses à faire ou qui ont des usages très ciblés, remplacer un ordinateur portable. J'ai plus de doutes sur le petit, bien qu'il soit extrêmement agréable. Ce que tu es en train de dire, c'est que c'est parfait pour les gens qui n'ont pas besoin d'un ordinateur. Attends, moi quand même, je passe ma vie à bosser sur des trucs qui réclament normalement un ordinateur et je m'en sors plutôt pas trop mal du tout. Je suis d'accord avec Olivier sur le fait que l'iPad 2 que je tiens dans ma main est une machine qui vieillit extrêmement bien. Ouais. Il a fallu que je relise des choses pour me rappeler qu'il date de 2014. Moi, j'avoue que voilà, depuis, c'est mon iPad et j'en suis ravi. Il marche bien, il marche vachement vite. On l'a vu hier, tout à l'heure, par rapport avec Est. Il y a des applis qui sont pourtant exigeantes. Enfin, j'ai jamais eu de problème de rapidité dessus. C'est une machine qui est fine, qui est légère. Enfin, bref, elle est pétrie de qualité. Donc, de fait, si j'étais dans les pieds, dans les chaussures d'un acheteur normal, non, je n'irais pas rendre ça pour acheter la même chose en version pro, sauf à avoir vraiment terriblement envie ou besoin du stylet. Mais dans la vraie vie vraie, le stylet, il va probablement intéresser plus des professionnels qui vont plutôt prendre le grand modèle. Donc c'est un positionnement de marché un peu compliqué, mais de fait, il faut qu'ils arrivent à étendre leur gamme pour regagner, pas forcément des parts de marché, mais regagner des ventes, surtout sur des segments où là, ils vont faire encore plus de marge, évidemment. Surtout avec, on l'a dit, il va y avoir le modèle de 256 Go, etc. Donc on a oublié de préciser, effectivement, 256 Go sur le haut de gamme. Ce qui est nouveau chez Apple. Hein, ah oui, ça c'est pas gentil. Hein. C'était le iPad Pro grand format n'a pas 256 Go. Si, il l'a, mais au moment où... Ça y est, oui. autant pour moi. Et voilà, il y a 6 mois, non. 6 mois, non. Ouais, ils en ont profité aussi pour mettre à jour l'iPad Pro grand format, je ne savais pas. Exactement, mais ça, il y a un vrai problème de marché, c'est-à-dire que si tu as déjà ça, il y a peu de motivation à passer au nouveau, surtout vu la grosse différence de... Il y a ça, et puis moi je vous dis juste un dernier truc, c'est pour l'instant, je trouve que c'est Microsoft qui reprend de l'avance, et si je devais abandonner mon MacBook Air et rechanger de tablette, j'irais plutôt vers un Surface Book en fait, qui me paraît plus complet pour travailler avec ce que j'ai à faire. C'est pas le même budget. Il y a que le prix qui me freine un petit peu, mais je retournerais bien sous Windows. Là, ça fait un moment que ça m'était pas arrivé et voilà. Ouais, voilà, l'iPad c'est plutôt un concurrent de la Surface et non pas la Surface Book. Hein. Le Surface Book, d'ailleurs, Microsoft le positionne comme ça, comme un concurrent du MacBook Pro que j'ai là en dessous. Mais pour illustrer ce que disait Fanny, ce qui manque aujourd'hui pour être crédible, je ne sais pas si vous avez envie de changer d'iPad, mais en tout cas pour remplacer votre PC ou votre Mac, regardez le mode multiview, le mode qui permet par exemple de zapper des applications. Si vous avez beaucoup d'applications, eh ben, il faut browser pendant un long moment avant d'arriver à la bonne application. Et voilà, ça en matière, c'est un simple raccourci clavier sur OS 10. En matière de productivité, je dis non Apple. Donc il y a vraiment des progrès à faire. Oui, si tu as le clavier, tu peux passer d'une application à l'autre. Mais pour ouvrir une autre application, c'est pas très pratique. On voit l'avantage du système de fichiers ou du dock d'OS 10 dans ce cas-là pour ces applications les plus récurrentes qui ne sont pas forcément ouvertes. Un élément de réponse pour savoir si la stratégie d'Apple est la bonne, c'est simplement en juin avec la WWDC, il y aura certainement une nouvelle version d'iOS, peut-être iOS 10 comme OS 10 qui redeviendrait macOS. On va voir si à ce moment-là, avec ce nouvel OS qui serait peut-être un peu plus proche en matière de productivité de ce que propose aujourd'hui le Macintosh, on aura, je dirais, un outil de production digne de ce nom. Pour des outils de bureautique basiques, ça peut aller, mais dès qu'on veut des choses un peu plus exigeantes, moi je suis très vite limité, mais c'est une question de génération, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai. Réponse donc en juin prochain, le verdict il sera vraiment à ce moment-là. On n'a pas vu grand-chose transpirer pour le moment, Paul, là-dessus. Non, à la WWDC, on n'a pas encore vu grand-chose, mais on se doute qu'effectivement OS 10.12 serait en fait macOS et que peut-être iOS aurait une version un peu plus vraiment musclée pour l'iPad. Il serait temps parce qu'effectivement ce sont de beaux appareils, mais c'est vrai qu'on peut taper dans les limites du système ou en tout cas être obligé de chercher comment passer au travers de certaines limitations. Il faudrait qu'Apple simplifie tout ça.
Mais on voit bien, et puis Sans parler de WatchOS. Paul l'a bien résumé, qu'Apple il va doucement vers je dirais, vers un choix entre OS 10 et iOS, entre le Mac et l'iPad. À un moment, il va falloir sacrifier l'un des deux ou moins les fusionner. Je vous invite à aller lire la dernière Monday Note de notre ami Jean-Louis Gasset, un ancien vice-président d'Apple et fondateur d'Apple France, qui illustre bien et qui porte un regard, c'est les 40 ans d'Apple, sur l'Apple du futur, et il prédit l'arrivée je dirais de machines hybrides, pas forcément comme Microsoft. Est-ce que c'est plutôt l'iPad qui va prendre des fonctions du Mac plutôt que le Mac qui devienne tactile? Bref, ça va dans le sens de l'histoire. C'est pas la première fois qu'Apple va se contredire. Aujourd'hui, ils disent que c'est pas la bonne solution, mais on sait très bien que ce qui n'est pas une bonne solution aujourd'hui, il est peut-être demain. Voilà, on est arrivé au terme de cette émission. Je vous propose de passer à vos coups de cœur, et pour Jean-Luc Gasset, on vous dira une petite surprise tout à l'heure, après les coups de cœur. Fanny, ton premier coup de cœur? Écoute, j'ai fait un coup de cœur pas high-tech du tout. Hein. Ah bon? Ça se commande quand même sur Internet. C'est des box de thé, en fait. Je sais pas si... Tu sais, il y a des box pour tout, pour les trucs de geek, pour les souvenirs, même pour les collants, etc. Et là, ils ont sorti... Ça fait un petit moment déjà, ça fait plus d'un an que c'est sorti. C'est la T-Box. Et voilà, je trouve ça sympa. Ils sont revenus hier soir sur la Fanny's Party pour remontrer les dernières box. Ils ont vachement agrandi leur gamme, et ça coûte 20 € par mois. Donc pour tous les fans de thé, je sais, on a vu hier soir que les geeks aimaient beaucoup le thé, ils sont tous partis avec des échantillons, on a été très surpris. Donc voilà, pour ceux qui n'étaient pas là, latbox.com, tout simplement. Merci Fanny. De ton côté, Cédric, quel est ton coup de cœur ce soir? On avait déjà beaucoup dans cette émission parlé de Xiaomi, tu sais, les Chinois. Les Chinois terribles qui n'ont pas encore lancé leur smartphone chez nous. Alors tu peux les acheter sur les sites chinois. Ils ont des chouettes tablettes. Et puis cette semaine, je vois apparaître la vidéo d'un cuiseur de riz Xiaomi. Et là, je dis, non, attends, on sait qu'ils ont des gammes assez étendues. Il y a des bracelets d'activité, il y a une balance, il y a que sais-je encore. Mais là, quand même, ça commence à faire beaucoup. Et j'ai cru un hoax, et ben j'avais tort. La vidéo parle d'elle-même. Non seulement c'est un cuiseur de riz, mais c'est un cuiseur de riz connecté, madame. Mais ouais. D'abord, il y a 115 recettes, non? Un truc comme ça. Ah, il y a même des milliers de recettes, tout simplement parce que il permet, au travers de l'appli qui va avec, de scanner le code barre qui est sur le sac de riz que tu viens d'acheter. Et tout à coup, il adapte sa cuisson et ses recettes exactement au type de riz que tu utilises. C'est un truc qui n'existe qu'en Extrême-Orient. Ouais, il n'y a pas basmati et lustucru. C'est normal. Tu ne vis pas sans un cuiseur de riz en Asie. Ouais, c'est ça, c'est impossible. De toute façon, Xiaomi qui fait ça. C'est un équipement obligatoire. Je connais des gens qui, par exemple, ont épousé une japonaise et qui vivent à Paris et qui ont des paquets de riz qui arrivent du Japon. Parce que le riz qu'on vend ici, non, soyez sérieux. Ouais. Et donc voilà. Et du coup, je me suis un peu intéressé à ça. Et en fait, l'histoire, c'est que Xiaomi est en train de construire un écosystème, parce que c'est pas eux qui fabriquent ça. Ils ont trouvé d'autres sociétés. C'est ce qu'ils appellent le Mi-écosystème, dans lequel il y a, je crois, 55 sociétés, dont certaines qui valent déjà plus d'1 milliard de dollars et qui inventent des appareils. Il y a un appareil de traitement de l'air, il y a plein de choses. Donc, le temps que Xiaomi arrive chez nous, ça va être une espèce de juggernaut, ça va être un nouveau Sony, un nouveau Samsung. Ils vont avoir inventé plein de trucs, tout ça avec un design cohérent et des prix vachement intéressants. Le cuiseur de riz de tête, il coûte $150, ce qui est 2 fois moins cher que deux fois moins cher que des modèles équivalents. Voilà, il se passe vraiment des choses en Chine. J'ai hâte, très très hâte que Xiaomi arrive chez nous. Merci Cédric. Paul, de ton côté, ton coup de cœur ce soir? Oui. Alors, ah oui. Pardon. Oui, c'est quoi ton coup de cœur? Alors, Olivier, mon coup de cœur ce soir, sans aucune improvisation, c'est le petit iPad Pro. Voilà, non pas parce que... Quelle arnaque, je ne crois pas. Non pas parce que... Dis-le si tu n'as pas de coup de cœur. J'ai pas de coup de cœur, mais voilà. Tu as craqué pour l'iPad Pro. Voilà, non, en fait, voilà, moi j'ai le grand et c'est vrai qu'en voyant le petit, je trouve ça assez sympa. Moi, de toute façon, vous savez que j'adhère au concept de l'iPad Pro, même si je trouve que c'est encore un peu limité de temps en temps. Le petit modèle me plaît bien. C'est-à-dire que, en clair, si Apple avait sorti en même temps que le grand, le petit, tu aurais plutôt pris le petit. J'aurais en tout cas grandement hésité. Alors, c'est vrai que peut-être que, vu qu'il remplace complètement mon ordinateur, c'est peut-être un petit peu petit pour bosser tout le temps, mais j'ai bien envie de le glisser dans mon sac et de l'avoir toujours sur moi en fait. Écoute, on va en discuter avec Apple, on va essayer d'arranger ça, c'est pas gagné, mais écoute, tu vas te montrer persuasif, tu vas partir en courant. Et puis j'aime bien les bracelets en nylon de l'Apple Watch, voilà, je trouve que c'est beaucoup plus léger que les bracelets sport, qu'on transpire moins en dessous, voilà, je trouve que c'est assez sympa. Écoutez, si vous avez une Apple Watch et vous n'êtes pas encore bien nombreux, plaisir, même le prix vous fait rire, comme c'est un peu trop cher, hein, 60 € c'est trop cher, ouais. Il y a des modèles, il y a les mêmes modèles pour 30 € sur Amazon, mais voilà, les petits bracelets en nylon pour Apple Watch, très sympa pour l'été. Alors moi de mon côté, un coup de cœur, on nous a demandé beaucoup de travail à la rédaction d'Icriat et Apple Running, puisqu'il y a gentiment participé. Regardez, il est
arrivé, c'est l'édition collector d'iCreate pour les 40 ans d'Apple, 180 pages, regardez, il est de toute beauté, 180 pages, il est de toute beauté, regardez, il y a toute l'histoire d'Apple qui est résumée en images et beaucoup de photos, énormément de travail qui a été fait en matière de photographie, d'iconographie. 180 photos. 180 pages, 180 photos, voilà, quasiment une page par photo. Tous ceux qui ont marqué l'histoire d'Apple sont dans cet ouvrage de 1976 à 2007, 1er avril. Il sera en kiosque le 1er avril de cette année, ce n'est pas une blague. 14,99 €, beaucoup de travail, 180 pages, un vrai livre collector sous la forme d'un magazine. N'hésitez pas à vous le procurer dès ce week-end ou au pire lundi si vous êtes en province. l'iCreate Collector, et dedans, il y a une personnalité importante qui est en portrait, il s'appelle Jean-Louis Gasset, c'est le vice-président d'Apple, c'est le fondateur d'Apple France. C'est lui qui sera en notre compagnie la semaine prochaine dans cette émission pour revenir sur les 40 ans d'Apple, une émission exceptionnelle avec Jean-Louis Gasset en plateau. N'hésitez pas, ne la ratez pas la semaine prochaine dans Refait le Mac. Autre coup de cœur en ce qui me concerne, c'est la nouvelle gamme design Porsche de LaCie. Les disques durs USB-C arrivent. Ils arrivent également chez LaCie. Là, c'est une gamme complète alors que la plupart des constructeurs se limitent aux gammes nomades. Il y a aussi une gamme de bureau. Quel est l'intérêt de ce modèle de bureau? Tout simplement, eh bien, regardez, il y a 2 ports USB-C et non pas un seul. L'intérêt, c'est quand vous avez, par exemple, un MacBook Retina classique, eh bien, vous pouvez en même temps charger votre MacBook, mais aussi profiter du disque dur. Jusqu'à maintenant, il n'y avait qu'un seul port, donc il fallait choisir, ou par exemple brancher un écran externe. Dans ce cas, Apple va enfin daigner à renouveler sa gamme d'écrans et de moniteurs. Ça fait des années qu'Apple n'a pas renouvelé sa gamme. C'est juste n'importe quoi. Et enfin, pour terminer, un coup de gueule, la mise à jour d'iOS, la 9.3, qui est juste une catastrophe thermonucléaire, on peut le dire. Les problèmes d'hypertexte, moi j'en souffre sur tous mes appareils iOS, que ce soit l'iPhone 6S, que ce soit l'iPad Pro, que ce soit l'iPad Air 2. On ne peut plus cliquer sur un lien sur Safari dans Google, on ne peut plus cliquer sur un lien dans un mail une fois sur deux et ça bloque le tout. On ne comprend pas comment une mise à jour qui a été autant bêta-testée. C'est bêta, quand même. Ces dernières semaines, il n'est pas localisé le problème. Vite une mise à jour parce qu'on ne peut plus rien faire quasiment. C'est vraiment indigne de la réputation d'Apple. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 223e épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez Cédric dès vendredi 14h10 sur LCI. C'est bien ça, Cédric? 14h30. On y parlera des nouveaux sites de dating, tiens, et puis aussi de toutes les nouveautés que lance Microsoft à l'heure où je te parle, et des quelques nouveautés que Tesla va lancer dans la nuit de ce soir à demain, parce qu'on enregistre et on est mercredi. Ouais. Non, pardon, c'est dans la nuit de jeudi à vendredi, autant pour moi, du fameux modèle 3. Moi, je serai dans la queue demain matin pour aller préserver ma nouvelle Tesla. Comment vas-tu faire si la prime saute, hein? C'est pas grave, je vendrai ma réservation à quelqu'un d'autre. Il a pensé à tout. Faut dire. Donc voilà, il y aura pas mal de nouveautés à couvrir vendredi 14h30 en direct et en rediffusion toute la semaine, ainsi que sur la page Facebook de l'émission, vous tapez LCI Planète. Voilà, qui est un résumé parfait. Merci Cédric. C'est un métier. Oui. Fanny, on retrouve très prochainement, bien qu'une Fanny's Party ait lieu cette semaine. La prochaine, elle est pour quand? Eh bien, écoute, Olivier, oui, la dernière Fanny's Party, c'était hier, donc c'était bien sympa. Et puis, la prochaine sera fin mai. Ensuite, on va repartir aussi avec LIC en région. Donc, on va retourner à Montpellier, Bordeaux, Toulouse et même Rennes. Et puis voilà, quoi, tout ça. Et si, la semaine prochaine, je lance une nouvelle chaîne YouTube avec quelques autres camarades journalistes. Il faut la lancer sur Dailymotion, la chaîne, pas sur YouTube, Fanny. Moi, c'est sur YouTube. Bon, on va essayer de te convaincre, on va essayer de négocier ça. Là, il va falloir négocier. Donc, la semaine prochaine, une sur les startups et après une autre sur les voitures. Voilà. Bon. On va arriver avec plein de petits programmes sympas. Merci Fanny. Paul, de ton côté, tu es prêt à recevoir la semaine prochaine Jean-Louis Gasset? Avec grand plaisir. On a plein de questions. J'ai eu l'honneur d'écrire son portrait. Donc, dans le magazine, je suis prêt. Non, il a eu l'honneur de voir son portrait brossé par Paul Rony. Je sais que c'est ça que tu as envie de dire. Non, alors là, non, mal me connaître. Non, mais il y a plein de questions qui se posent sur Jean-Louis Gasset. C'est lui qui a pris la succession de Steve Jobs, bien sûr, en 85 lorsqu'il a... Judas. Oui, lorsqu'il a quitté Apple, donc on va essayer de retracer ces moments-là. Et puis c'est lui qui aurait pu être le sauveur d'Apple en 97, puisqu'il était concurrent de Next et de Steve Jobs pour équiper, motoriser le prochain macOS 10. Et finalement, c'est Steve Jobs qui a été retenu avec Next et qui a permis à Steve de revenir. Et on connaît la suite. Ça aurait pu être aussi Jean-Louis Gasset à sa place. Donc on a vraiment très curieux de lui poser plein de questions qu'on n'a pas pu lui poser il y a quelques mois lorsqu'il avait fait déjà une émission avec nous. On parlait plus du Macintosh en lui-même. Là, on va parler plus de
la marque de son action. Et puis on reviendra sur les toutes premières machines qui ont marqué l'origine et les racines d'Apple, à savoir l'Apple 1, l'Apple 2. Ouais. Cher à Paul Ronny, soyez au rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.